Gérald Kierzet qui vient de publier ce livre, Votre santé dans le monde d'après, aux éditions du Rocher. Bonjour et bienvenue à vous, docteur. Bonjour. La nuit aux urgences et le matin dans Télématin, parce que vous sortez à peine de votre garde. Exactement. À hauteur d'hôpital, ça donne quoi le Covid aujourd'hui ? Ça donne pas grand-chose, j'allais dire, depuis des mois. C'est-à-dire qu'il y a eu une première et une deuxième vague hospitalière qui étaient tendues dans deux régions en particulier. C'est dans le Grand Est et c'est dans la région Île-de-France. Et puis après, troisième, quatrième vague, ça s'est déplacé un peu dans les régions. Mais globalement, depuis des mois, on n'a plus d'activité hospitalière. Et d'ailleurs, on le voit sur les chiffres de Santé publique France, ça ne se traduit pas, notamment avec Omicron, par une répercussion hospitalière. Et ça, c'est la bonne nouvelle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On est content de l'entendre, mais nous, on est un peu paumés. Ce matin, on est à la fois content parce qu'on le dit, vous pouvez enlever le masque, enfin, à part dans les transports, les lieux hospitaliers, etc. Vous pouvez enlever le masque, vous pouvez oublier le pass sanitaire. Mais on est aussi inquiet parce que dans le même temps, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il nous en remet une couche et il nous dit attention, l'épidémie connaît un rebond en France. On doit faire quoi avec tout ça, nous ? C'est toujours chaud-froid, et puis c'est toujours une ligne de crête pour le gouvernement, parce que c'est le principe de précaution, en disant si jamais ça remonte. Alors, actuellement, on a plutôt des données qui sont assez solides. On sait qu'il y a un variant, alors c'est un sous-variant le de Omicron, BA2. le BA2, mais finalement, c'est Omicron, c'est la même chose que le BA1, et on sait qu'il n'y a pas de répercussions hospitalières. On est capable de voir ce qui se passe ailleurs, en Afrique du Sud, puisqu'il vient d'Afrique du Sud aussi. On voit ce qui se passe au Danemark, on voit ce qui se passe en Angleterre. Il n'y a pas de répercussions hospitalières. Donc, globalement, on sait ce qui va se passer en France. La deuxième chose, c'est que le taux de mortalité, on le connaît, même sur la première et deuxième vague, quand on regarde le taux de mortalité en France, il a été de 0,07%. Donc on est sur une pathologie des plus fragiles et donc il faut protéger les plus fragiles. Et donc les erreurs qu'on a commises au début de l'épidémie en disant on va protéger tout le monde ou on va faire un confinement généralisé, bref, on va prendre des mesures généralisées, il faut qu'on change un peu de modèle, qu'on change de logiciel et qu'on soit sur des mesures maintenant qui concernent les plus fragiles. Mais là, je voyais par exemple ici à France 2, quand on est arrivé cette nuit, ce matin, certains disent non, moi je le garde, je suis pas sûr le masque, d'autres disent je l'enlève. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce masque ? Alors, la règle, c'est le masque, quand il y a un lieu vraiment très clos où les transports en commun, bon, ça peut être prudent de le garder. En revanche, Transport en commun, c'est ventilé, obligatoire encore. quand c'est ventilé, comme dans un endroit comme dans votre studio, quand on est en entreprise, qu'on peut ouvrir les fenêtres, ou dans les écoles, par exemple, ouvrons les fenêtres. Ça, ce sont des bons réflexes. Ce sont des bons réflexes parce que ça sert pour le Covid, ça sert pour la grippe, ça servira pour d'autres virus, ça sert pour les allergies. On arrive dans une période de printemps. Le sous-titre du livre, c'est « Préparez-la aujourd'hui, cette santé ». Pourquoi ? Parce que les réflexes qu'on a, c'est pas uniquement pour le Covid. Il faut avoir des réflexes tenables sur le long terme et qui vont servir pour notre santé, Donc, dire pour toutes vous les nous maladies. dites, on a dû apprendre des choses et on a appris des choses depuis 2 ans. Là, la page Covid, on la tourne, c'est fini, il n'y aura pas une énième vague qui va arriver derrière. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle vague. Moi, ça fait des mois que je dis qu'il faut qu'on arrête d'employer le mot vague, qui est très anxiogène. Les vagues, c'est quand il y avait une vague de saturation hospitalière. C'était le cas au début de l'épidémie. Depuis les 4e, 5e, je ne sais plus à quel numéro de vague on est, c'est plus des vagues de gens qui sont hospitalisés, c'est des vagues de contamination. Si chaque année, on comptait les variants, les sous-variants de la grippe, de la gastro-entérite, mais on ne s'en sortirait pas et on serait confiné depuis des années. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la répercussion hospitalière. Ce qui est important, c'est de protéger les plus fragiles. Ils sont vaccinés, les plus fragiles. Donc là, par exemple, les plus fragiles, l'essentiel. les plus de 80 ans, à partir d'aujourd'hui, ils ont droit à une 4e dose. Ça, c'est bien. Oui, si votre médecin, encore une fois, il faut arrêter de prendre des mesures généralisées. Il faut que ça se règle entre le médecin et le patient. Et en fonction de l'état, parce qu'à 80 ans, vous pouvez être en pleine forme, c'est ce qu'on appelle un âge physiologique, peut-être de 60 ou 65 ans. En revanche, à 65 ans, peut-être que vous avez des maladies qui vont faire qu'il faut une 4e dose. Mais ça se gère de manière individualisée et personnalisée avec votre médecin. La 4e dose pour tous, vous ne voulez pas entendre parler, vous ? Ah non, je pense qu'il ne faut surtout pas aller sur ces mesures de 4e dose pour tous. Ça n'a pas de sens. Toutes les études sont en train de le démontrer. Pourquoi de même que surtout pour pas ? les enfants, je pense qu'il ne faut pas aller... c'est la balance bénéfice-risque. Si vous avez un bénéfice à avoir un médicament ou un vaccin versus un risque de la maladie, cette balance, elle penche d'un côté ou de l'autre. Et chez les enfants, il est souhaitable de ne pas les vacciner parce que le risque de la maladie, il est de 0. Hormis cas exceptionnels d'enfants immunodéprimés, mais là encore, ça se gère individuellement avec leurs praticiens. Vous dites, on arrête avec les vaccins, sauf pour les cas très fragiles, et pour le reste, on arrête. Quelles conséquences on devra tirer de ce Covid ? C'est un peu l'idée de ce livre, Votre santé dans le monde d'après, qui est un abécédaire. Vous prenez tous les mots, alors anticorps, comorbidité, dépistage, Covid, comme si vous deviez enfin former les épidémiologistes que nous sommes tous devenus sur le tas. Épidémiologiste d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé les chapitres, mais épidémiologiste qui n'est pas forcément médecin. Là aussi, on a entendu des mots sans en comprendre véritablement le sens. Il n'y a pas que des mots Covid, il y a des mots de prévention, il y a des mots activité physique, sommeil, immunité, comment renforcer son système immunitaire. Ce n'est pas forcément avec des médicaments et ce n'est pas forcément Covid. C'est-à-dire, cette crise-là, à mon avis, il y a les deux vraies causes. C'est la crise hospitalière et elle passe à la trappe complètement. On est dans une campagne présidentielle et c'est assez dommage qu'on ne voit pas les difficultés du monde hospitalier parce qu'on n'aurait pas eu la
même hystérie politique et médiatique si on avait eu un système sanitaire qui était capable d'absorber le choc. Il a tenu l'hôpital quand même. Il a tenu. Ça, c'était le mantra de dire l'hôpital a tenu, l'hôpital a tenu. Il a tenu, on a été obligé de confiner. Il aurait tenu, on aurait des hôpitaux de proximité, on aurait des services d'urgence. Et maintenant, on sait traiter le Covid, on sait le dépister, on sait le diagnostiquer. Avec des hôpitaux de proximité, on hospitalise les gens précocement et à côté de chez eux. Au bout de 3 jours, ils sortent. Le problème, c'est qu'on avait ce tissu qui a été démantelé depuis des années, ce tissu sanitaire. Et donc, du coup, on a été obligé de confiner le pays et de dire aux gens, rentrez chez vous avec du paracétamol. Et on les prenait trop tard. Là, vous, c'est pas le ministre de la Santé que vous interpellez, mais les candidats à la présidentielle, vous dites Oui, il faut soigner l'hôpital maintenant. Bien sûr, il faut soigner l'hôpital. Et encore une fois, pas que pour le Covid, parce que l'argument, il est facile de dire, ah mais oui, mais une pandémie, on ne peut pas aller mettre des services de réanimation ou des hôpitaux de proximité pour une pandémie qui arrive une fois tous les 50 ans. Mais c'est faux. C'est tous les hivers ou tous les étés, nous, urgentistes, on dénonce le manque de moyens. Et la deuxième vraie cause, c'est le manque de prévention. C'est aussi l'objet de ce livre, c'est qu'on ressorte plus solide après cette crise. Individuellement, il ne faut pas tout attendre non plus du système de santé. Et individuellement, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a eu une hécatombe parce que beaucoup d'obésité. En Afrique, il ne se passe pas grand-chose, heureusement. Mais dans 20 ans, peut-être que la donne changerait. Une dernière question, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire. Est-ce qu'il faut permettre à vos collègues soignants non vaccinés de revenir à l'hôpital ? Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Je pense que c'était une aberration d'exclure les soignants. On a besoin de soignants. C'était, j'allais dire, une insulte de plus au personnel soignant. Et en plus, il y a ce discours culpabilisant qui est assez terrible de dire c'est vous qui contaminez vos patients, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas et que les soignants prennent énormément de précautions. Donc bien sûr qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Merci Dr Cahuzac. Je rappelle que votre livre « Votre santé dans le monde d'après, préparez-la aujourd'hui » vient de sortir aux éditions du Rocher. Merci, puis allez dormir un peu du coup. Merci Merci beaucoup. Par exemple.